Bonjour tout le monde, on se retrouve pour cette nouvelle émission des Amis Joueurs et on a avec nous Seb et Ludema qui est là pour la première fois dans l'émission. On avait normalement Salem qui devait venir mais il s'est pas réveillé donc pour l'instant on sera à 3. Comment vous allez et est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement Ludema, toi qui es nouveau, peut-être que des gens te connaissent pas encore. L'UDEMA, 46 ans, célibataire. Ah, pardon. Non, youtubeur avec une chaîne qui s'appelle Punchboard où on parle de culture et donc de jeux de société, mais aussi de faits de société, puisque le jeu de société en fait, englobe un peu tout et est transversal à tout ce qui nous concerne, nous entoure. Voilà, on va résumer ça comme ça. Ok, super. Et Seb, toi rapidement, si jamais des gens te découvrent encore. YouTubeur, je fais des parties solo, je fais des présentations de jeux, je participe aussi sur Punchboard et voilà, donc je suis content d'être avec toi. J'avais fait déjà une première émission chez les Amis Joueurs, Bah c'était ouais. sympa. Ouais, j'aime bien. Alors, j'ai des questions notées par des viewers, etc. Bon, déjà, est-ce que vous consommez justement des vidéos YouTube de jeux de société? Et qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans les vidéos? Qu'est-ce que vous regardez? Des parties, des interviews, des avis, des chaînes françaises, anglaises? Qu'est-ce que vous regardez un peu sur YouTube? Ludema, toi, je sais que par exemple, t'aimes pas trop les parties, tu préfères d'autres types de vidéos? Oui, en fait, c'est très rare quand je regarde des vidéos jeux de société, ou en tout cas spécialisées dedans, parce qu'il y a très peu de contenu qui m'intéresse en tant euh, que passionné sur ce secteur. Moi, c'est plutôt des choses qui sortent de l'objet jeu, parce que même quand on parle de l'objet jeu, je trouve qu'il y a souvent des répétitions ou on est plus sur de l'avis ou un peu sur le côté un peu spectateur. C'est-à-dire que ce sont plus des gens qui parlent de ce qui les anime, mais qui sont eux-mêmes devenus spectateurs de l'objet qu'ils mettent en scène. C'est-à-dire qu'ils vont parler de que quasiment d'un vécu de l'extérieur, quoi. De est-ce que c'est un bon produit, est-ce qu'on peut l'acheter, Ouais. c'est pour qui, est-ce que tu vois, il y a un côté comme ça un peu avis qui n'est pas du coup sans suffisamment de profondeur. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est des analyses. Donc, je suis moins en regardant là-dessus. Je le fais pour le côté professionnel, où là, par moment, j'ai besoin de regarder pour justement me faire un état des lieux de un peu tout ce qui sort, de regarder à droite à gauche. Donc, c'est très rare quand vraiment une chaîne ou une vidéo attire mon œil et ma curiosité. Et voilà, c'est un peu comme ça, moi, que je consomme. Sinon, par contre, je suis un gros consommateur de YouTube au sens large. Ok. Et du coup, il y a des chaînes comme ça que tu pourrais recommander qui sont vraiment dans l'analyse. Est-ce qu'il y a vraiment des chaînes que toi tu regardes souvent? Alors, c'est plutôt des podcasts. C'est là où je vais trouver ce que je trouve pas sur YouTube. Et une fois de plus, je parle de YouTube parce que le reste, je connais pas trop. Mais ça va être, oui, le podcast de Paul Gara, par exemple, le point de Paul Gara, qui est toujours très intéressant. Il y a les amis de Proxy Jeux aussi, qui, je trouve, font un bon travail dans diverses manières. Ils ont divers regards. Euh, donc là aussi, ça titille l'intérêt, ça fait réfléchir. Et sinon, non. Pour YouTube, ça va être plutôt des vidéos comme ça, de temps en temps, qui pop. Et je me dis, ah putain, ça c'est chouette, c'est intéressant. Mais voilà, ça va être plutôt à la marge comme ça et moins souvent. Mais parce que je suis moins joueur aussi. Je Ouais. joue de manière maintenant un peu plus dilettante, un peu plus, comment dire. Je suis revenu à une découverte du monde du jeu au sens joué, comme je le faisais avec les vidéos de cinéma, de films, de séries, il y a 20 ou 30 ans en arrière. Donc avec un côté où je me laisse l'opportunité de me faire surprendre, de me faire hop, tiens, ça existe. Donc je suis moins en plus dans la recherche de nouveautés, d'informations sur ce qui va sortir. Je préfère me laisser aller et me dire, ok, je vis une expérience parce que, je sais pas, la couverture, parce que c'est un pote qui l'a acheté, parce que si, parce que ça. Et après coup, voilà, je me laisse encore surprendre et je trouve que d'être trop en analyse, en attente, comment dire, surinformé, on finit finalement par presque avoir vécu l'expérience avant de la vivre. Et du coup, ça vient un peu s'entrechoquer sur notre manière d'apprécier ou pas à sa juste valeur une œuvre, quoi. Ok.
Et toi, Seb, du coup, tu consommes du contenu YouTube, tu regardes des vidéos ou pas? Est-ce que tu as Ouais, le ouais. temps? Oui, 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 j'arrive à caler du temps. C'est vrai que moi, pareil, je consomme pas mal de YouTube sur plusieurs sujets, cinéma, il va y avoir le sport et les jeux de société. Je regarde moins de parties qu'auparavant, parce que c'est vrai que avec le temps, mes goûts se sont affinés, définis. J'ai quelques jeux maintenant fétiches. Je vais pas, moi, je cours pas après la nouveauté, tout ça. Donc c'est vrai que les parties solo, enfin parties solo ou multi, je regarde beaucoup moins. Moi, j'aime bien, c'est les débats, un peu comme Jérémy du débat. Les débats sur les podcasts ou YouTube. J'ai regardé, par exemple, là, il y avait les débats du Fige sur la chaîne Un Monde de Jeux. Débat sur la localisation, sur évolution du game design, j'en ai regardé 3. Et l'autre, c'était la surproduction, justement, et ses effets négatifs. Ah ouais, Voilà, ça a des réponses. j'ai regardé aussi. Euh, Ouais, elle était les pas mal, hein. conférences, ouais. Oui, voilà, L'évolution du exactement. secteur ludique, etc. Ouais, voilà, ben, moi, ça, voilà, ça j'aime bien. Et sinon, ouais, ça va être aussi des podcasts. Pas mal de podcasts autour des jeux. Mais comme je cours moins après la nouveauté, c'est vrai qu'il y a moins de contenu maintenant qui m'intéresse. Ouais. Et je reste curieux, j'ai pas mal d'abonnements, donc Tu je regardes vais des d'une. chaînes anglaises aussi ou pas? Ou que français? Euh, je, ouais, je regardais des chaînes anglaises pour des gameplays notamment, de jeux solo. Ouais, Pour, qui n'étaient ben, pas voilà, encore sortis en France ou... voilà, tout à fait. Ouais, ça va être juste dans ce cadre-là. Ok. Moi, d'ailleurs, si je peux juste proposer, tu parlais de donner quelque chose. Il y a une chaîne anglaise qui s'appelle Marie et Amabel Hollande. Peut-être, je ne sais pas si vous connaissez. Il y a 4 jours, elles ont sorti une vidéo qui s'appelle, traduit, c'est les mécanismes sont des métaphores. Et donc, elles expliquent comment les jeux de plateau créent comment on appelle ça, des Tu dis sensations. comment? Marie et ma belle Hollande? Amabel Hollande, ouais. Le titre de la vidéo, c'est Mécanisme as Metaphors, How Board Game Create Meaning. Avec un accent. Je le trouve pas. C'est pas grave, mais tu me l'enverras en... Ouais, Et ça ça marche. parle de quoi du coup? Justement, des jeux de société, comment ça crée des sensations, quoi. Ok. Ouais, top ça. Ouais. Bah moi je consomme beaucoup de vidéos YouTube, que ce soit sur les jeux de société ou plein d'autres choses. Et j'avoue que je regarde beaucoup de chaînes différentes, des petites, des grandes, et de tout en fait, des parties, des avis, des interviews. Dès qu'il y a des jeux qui m'intéressent, je regarde des parties. Euh, je regarde un peu tout quoi. Je consomme beaucoup parce que quand je bosse, souvent à côté de mon boulot, je mets une vidéo et... avant, je regardais des séries et maintenant, je regarde des vidéos YouTube. Et c'est vrai que je pense que c'est quand même important en tant que créateur de voir un peu ce que font les autres aussi sur plein de choses. Et pour voir aussi justement comment évolue YouTube ludique, quoi. Qu'est-ce que les gens proposent. Des fois, il y a des nouvelles chaînes qui débarquent. Tous les ans, il y a des nouvelles chaînes qui arrivent. Des fois, avec une super qualité et tout. Et donc j'aime bien regarder et puis j'ai pas de... Enfin pour moi les autres chaînes c'est pas de la concurrence ou quoi. Pour moi je pense qu'on peut tous avancer ensemble et du coup des fois je laisse des petits messages de soutien et tout. Enfin je trouve ça cool en tout cas. Moi c'est quelque chose, c'est quasiment une passion quoi. Les jeux de société et YouTube c'est une passion aussi. Qu'est-ce que vous pensez des chaînes YouTube des éditeurs, les éditeurs de jeux qui ont des chaînes YouTube? Est-ce que vous les regardez ou pas? Et est-ce que ça vous intéresse? C'est Jérémy? Ah, bah, une fois de plus, je les regarde pour le côté professionnel, c'est-à-dire en faire une analyse, voir qu'est-ce qu'ils proposent, pourquoi ils se mettent à chercher à générer une audience, etc. Donc ça, c'est intéressant d'un point de vue analytique du secteur, parce qu'on voit qu'il y a eu un mouvement là-dessus aussi, et on sent que les éditeurs s'approprient un peu le YouTube et ce canal de communication, mais comme les boutiques l'ont fait il y a un moment, on sent qu'il y a un changement là-dessus. Donc pour ce côté-là, oui. Après, pour ce qu'ils proposent, bah, c'est de la publicité. Parfois, ça manque de créativité. Parfois, ça tombe à côté.
Et même là, je me dis, c'est un peu dommage. Je prends toujours cet exemple, mais Netflix, il y a quelques années, sur le Twitter de Netflix, ils avaient, alors j'ai oublié son nom, pardon pour elle, mais une community manager, qui est ou manager, je sais pas comment on dit, qui était vraiment d'un talent fou. Elle avait plein d'idées. Quasiment chaque tweet qu'elle faisait était une idée originale de comment mettre en avant une série, comment parler de Netflix, etc. Donc moi, c'était très inspirant. Je parle de la community manager française. C'était vraiment, tu vois, une source d'inspiration de dire, ah ouais, c'est vrai qu'on peut faire comme ça, oui, ça c'est malin, etc. Et je trouve que chez les éditeurs, ça manque de ça. Alors, tu as ceux qui s'approprient l'outil pour parler eux, c'est-à-dire pour être une voix, tu sais, comme les 3 minitonautes des Ludonautes ou celle de Cocktail Game, etc. Tu as Yellow qui, eux, essayent de faire un truc un peu plus family friendly, de dire, ouais, on est une boîte, Jones, et on essaie de faire du YouTube. Tu vas avoir un peu, comment ça s'appelle, Ori Games, tu vois, qui incarne avec à la manière YouTube, mais ça reste quand même de la communication principalement. Donc je trouve ça manque quand même de quelque chose d'assez impactant et finalement de compréhension de comment tu crées une communauté qui va suivre tes produits. Là, on sent que c'est juste, bon, il faut acheter. Il faut qu'on existe, quoi. Ouais, c'est ça. Tu sens qu'il y a un peu ça derrière. Oui, mais bon, c'est dommage, quoi. Ouais, c'est aussi leur objectif, quoi. C'est des entreprises, donc bon, voilà. Après, je trouve que ça va, ils sont relativement cool quand même. C'est pas non plus trop. Tu vois, Origame, la présentatrice, elle met de l'humour, c'est bien fait. Oui, Tatiana, elle a beaucoup de talent, etc. Mais tu vois, ce qui manque, c'est le côté Netflix où eux, elle était suffisamment maligne pour autant parler du contenu que faire du branding. Tu vois, en fait, dans ces tweets, tu te disais, oh putain, Netflix, c'est cool. Tu vois, tu étais là, c'est une bonne idée. Tu vois, et du coup, l'image que tu avais de Netflix, c'était une image de gens qui sont à la pointe de la créativité, du nouveau. Du coup, tu avais envie d'aller voir, en fait, leur contenu. Tu avais envie de t'abonner, même si tu savais pas trop ce qu'ils avaient, parce que tu dis, bah, en fait, si ce qu'ils produisent est à l'image de comment ils communiquent, j'ai envie d'aller voir s'il y a des séries originales, quoi. Alors que là, tu vois, dans la manière dont ils communiquent, jamais tu te dis, ah ça, Origins, par exemple, c'est forcément des jeux originaux. Tu vois, tu n'arrives pas à faire un lien avec le branding. Ils sont que dans la vente du produit, donc dans la pub, même si ça reste fait de manière talentueuse ou avec, tu vois, avec quelques idées parfois originales, mais ils n'ont pas encore le côté créer une communauté, c'est-à-dire ce que nous on fait par exemple de temps en temps, c'est du branding, c'est-à-dire parler de nous sans parler de nous, mais des valeurs qu'on peut véhiculer, de notre regard sur le monde et du coup in fine du contenu qu'on produit, quoi. Ouais. Bah Yellow, je trouve qu'ils commencent à faire des trucs comme ça où ils présentent un peu des fois, ils vont dans leur comment dire, dans leur studio, ils présentent un peu les gens, donc il y a un aspect un peu plus humain que juste présenter tout le temps des jeux. Ouais, ça, family friendly, ouais. Par contre, des fois, ils font des vidéos du genre le meilleur jeu de l'été et ils mettent leur jeu qui est... Ça, je trouve ça un peu abusé, quoi. Le jeu Glassdoor qui n'a pas été nommé, mais qui est chez eux. Ouais. Bon, on va dire c'est le meilleur jeu quand c'est ton jeu. Bon, en même temps, ils vont pas dire c'est le jeu le plus nul, mais... Bah oui, c'est la limite du truc, quoi. Tu regardes, toi, Seb, les chaînes des éditeurs ou pas? Non, là vraiment pas. J'ai dû regarder quelques fois, mais c'est pas quelque chose que je suis régulièrement. Moi, pour la veille ludique, je vais consulter des sites ou les copains youtubeurs. Non, c'est comme c'est de la publicité majoritairement et que moi j'achète très peu de jeux, en fait, je suis pas la cible. Ouais. Ça va pas m'atteindre. T'es abonné à une ludothèque en location, c'est ça, toi? Ouais, ludothèque municipale et par ce biais-là, on peut louer énormément de jeux et c'est génial, quoi. Ça évite d'acheter, on teste, on peut les louer plusieurs fois, on peut les réserver à l'avance. Il y a des nouveautés ou c'est que des vieux jeux? Non, régulièrement c'est alimenté en nouveautés, c'est génial là-dessus. Là, j'avais vu Wormspan, qu'est-ce que j'ai vu King of Tokyo Duel, donc c'est des titres quand même récents. Ah ouais, c'est cool. Ah, c'est hyper cool. Et on peut même aller là-bas et jouer directement, rencontrer du monde. Ah ouais? Ça j'adore. Ouais, c'est super. Est-ce que justement, vous avez, des fois, vous allez dans des bars à jeux ou dans des villes, dans des bars à jeux pour faire des
des jeux avec des gens ou... Parce que moi, je suis dans une grande ville et il y a pas mal de... Il y a des bars à jeux, il y a des boutiques qui font des soirées jeux, il y a même un restaurant où tu peux manger et faire des jeux, la Luck. Il y a pas mal de trucs comme ça dans ma ville et c'est un peu comme ça aussi que j'avais découvert à l'époque le monde des jeux de société. Parce que par exemple à la Luck, tu vas manger une poutine et derrière t'as 1000 jeux et t'as un mec qui vient, il te présente des jeux, il t'explique comment jouer et après tu joues avec tes potes et tout et ça te permet de découvrir plein de jeux. Est-ce que vous des fois vous sortez, vous faites des trucs comme ça ou vous restez chez vous pour découvrir les jeux Ludema, est-ce que tu sors un peu? Oui, oui, oui. Parce que t'es à Toulouse, il y a pas mal de trucs à Toulouse, je crois. Ouais, ouais. Alors, les bars à jeux, ça fait un moment, alors, j'y vais de temps en temps, mais c'est très rare. Il y a une période, oui, où j'y allais souvent. Non, là, j'ai la chance d'avoir plein d'amis du monde du jeu qui ont des jeux, donc du coup, Ouais. et pareil, si vraiment j'ai envie d'un jeu en plus, ça peut m'être facile. Si tout à coup je me dis, ah tiens, ce jeu, on m'en parle, ça fait un moment et j'aimerais bien aller m'y mettre, j'ai la possibilité en plus de le récupérer facilement, donc je fais plutôt des soirées jeux, mais souvent en plus, comme parmi mes amis, il y a Blue Cocker, éditeur, donc j'ai aussi des soirées proto, donc moi c'est souvent un peu des jeux pas encore commencés, quoi. Plus Ouais. que les jeux finis. Ah ouais? Ok. Bah c'est cool. Et toi Seb, tu sors un peu, je sais pas si dans ta ville, et à part la ludothèque, il y a des trucs... Ça commence à se développer. Moi, je suis à côté de Nantes, et il y a un restaurant là, qui a ouvert un truc de burger qui fait aussi jeu. Donc, j'en ai parlé à ma femme. On ira faire un tour. À Nantes, ben, forcément, il y a plein de bars à jeux, plein de trucs. Après, c'est la circulation, c'est un peu plus galère pour y accéder, ou alors faudrait aller en transport en commun. Autrement, j'étais dans une association pendant un moment, Ah et oui, après c'était le vendredi soir, et moi le samedi matin j'ai eu le sport, donc ça rentrait en contradiction, ça me faisait trop peu de sommeil, c'était compliqué de faire les deux, et surtout après avec la vie familiale, je peux pas être tout le temps dehors à jouer, enfin, moi Ah j'aimerais ouais. bien, hein. Mais bon, madame qui va gueuler, donc non, pour l'instant, moi tu vois, je joue en famille, j'ai mon beau-frère qui joue, mon neveu, j'ai mon fils, ma femme, j'ai des collègues, j'ai même fait une rencontre avec un abonné de la chaîne. Ah ouais? Donc, des fois, ouais, c'est super. Des fois, il vient à la maison, des fois, je vais chez lui. On habite pas loin, il y a plein de jeux et tout. On a des goûts communs, et donc c'est génial. Donc, en fait, pour jouer, j'ai de quoi me rassasier. Je joue beaucoup en solo aussi. Ok. Ah, j'ai perdu ton son, je crois, non? Ouais, il y a eu un tremblement. On a perdu ton son, Seb, je crois. T'as bugué. Alors, vérifie si ton micro est pas débranché. Tu nous entends ou pas? Attends, je vais mettre en pause. Ok, on avait un problème de micro, c'est reparti du coup. Il y avait un abonné qui avait demandé quelle somme consacrez-vous aux jeux de société par rapport à vos dépenses globales. Mais du coup, je pense que vous n'êtes pas des gros consommateurs, vous, du coup, vu ce que vous dites. Seb qui loue des jeux, Ludema qui joue chez des amis. Peut-être avant. Non, Ludema, toi, moi, t'avais une autre chaîne YouTube, Ludema, justement, avant. Est-ce qu'au début, t'as Oui, eu une période où tu consommais, t'achetais beaucoup de oui, jeux ou... oui, oui. Vraiment au début, quand on va dire la phase les noces, euh, les Ouais, c'est fameux ça. noces, donc la lune de miel, on va dire. Là, j'ai acheté, j'étais jusqu'à une ludothèque de plus de 120 jeux au tout début. Donc ça a été très vite. Mais comme tout le monde, c'est-à-dire que tu as un appétit de découverte et donc tout est nouveau. Tout semble intéressant, tu n'as pas encore le recul nécessaire pour te dire ah mais là en fait c'est joli mais il n'y a rien derrière ou quoi. Donc beaucoup aussi de déconvenus qui m'ont appris à me dire ok là pour raison garder, là reprendre tes esprits. Tel éditeur en fait, moi je prends toujours l'exemple mais c'était les Space Cowboys quand ils se sont créés, c'était un peu la Dream Team du monde du jeu quoi. Puisqu'il y avait Istari, il y avait enfin voilà plein de gens qui arrivaient comme ça ensemble et on s'était dit ouais, puis les premiers jeux Splendor, enfin voilà que du bon. Et puis est arrivé, je sais plus comment il s'appelait, Black Pearl ou un truc comme ça, enfin un truc sur les navires avec les pirates là. C'était un super plateau.
Le jeu était magnifique, comme il savait faire, quoi. 50 balles à l'époque, qui était déjà dans les prix haut de gamme, quoi. Et en fait, c'était un jeu très, très familial, comme on dit, donc très accessible, etc. Et donc, il y avait déjà comment dire, un décalage entre le prix payé, l'objet ludique, Ouais. et en fait la profondeur qu'on attendait, puisqu'à l'époque, on n'imaginait pas qu'un gros jeu ou un jeu de gestion, ça pouvait être une petite boîte, quoi. Donc il y avait un peu, tu sais, c'est là où je me suis dit, attends, là, faut Ouais. revenir. Et Justement, puis, j'avais une question. euh, Est-ce que ça vaut le coup d'acheter des jeux qui coûtent plus de 100 euros? Parce que des fois, je me rends compte que, bah, justement, quand tu commences les jeux, tu commences par des petits jeux et tout, souvent. Et de plus en plus, tu commences à acheter des plus gros jeux de plus en plus chers. Et là, il y a de plus en plus des jeux qui coûtent hyper cher, qui coûtent plus de 100 euros. Et au final, un jeu de 100 euros, il va être souvent plus touffu qu'un petit jeu, donc tu vas le sortir moins souvent. Et souvent, bah, t'as pas forcément plus de plaisir qu'un petit jeu à 30 euros ou 40. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter vraiment des jeux qui coûtent plus de 100 euros, ou vous trouvez que c'est au final, c'est peut-être pas une bonne idée? Après, ça, c'est propre à chacun. Tout dépend de ce qu'on cherche. Tu vois, ceux qui jouent avec les jeux de figurines, par exemple, les 100 euros, ils vont vite les atteindre. Si Ouais. tu rajoutes des extensions, des accessoires, des bidules. Moi, j'ai quelques jeux où j'ai dépassé les 100 euros. Par exemple, ma collection Ion Sand, mais j'ai fait centaines de parties. Donc, c'est vrai que c'est bien. Maintenant, c'est vrai que je vais réfléchir à deux fois parce que je trouve suffisamment de jeux. Et en fait, tu vois, un simple Mindbug à 15 euros, je peux faire 300 parties. En fait, je m'éclate dessus. Un Love Letter, des petits jeux comme ça, en fait, ça me contente. Avec le temps, je suis revenu finalement à des plus petits jeux. Avec en famille, on joue à Las Vegas, c'est super. Voilà, en fait, le prix ne fait pas le jeu. Ouais, ouais, bah c'est sûr. Est-ce que t'as fait des gros Kickstarter, genre, qui coûtaient cher, justement? Seb? Non, alors j'ai beaucoup de jeux dans ma ludothèque qui sont issus de Kickstarter que j'ai récupéré après coup, mais je joue pas vraiment. En fait, c'est un peu la roulette russe. Je m'aventure pas vraiment, je prends pas de risque en fait avec Kickstarter. Je kickstart que des trucs que je connais, des extensions, des stand-alone de jeux que j'ai déjà, etc. Non, j'ai jamais fait de folie Kickstarter. Non, c'est pas mon truc. Non. Toi, Ludema, t'as déjà commandé sur les financements participatifs? oui, oui, j'ai la larme à l'œil rien que d'y penser. Oui, oui, bah oui, ça fait partie aussi. Disons que moi, je suis devenu sobre en jeu de société, maintenant par choix, mais au début, ça l'a été par contrainte, où j'ai dû revendre, où j'ai dû. Donc, j'ai fait des KS à plus de 100 balles à l'époque. Le all-in, comme on disait, parce que, bah, pareil, il y avait ce côté euh, envie, en fait, envie de tout avoir, un peu comme quand on achète un film, eh ben, on a envie, s'il y a un 2, un 3, bon, on se dit, on va se faire l'intégrale, quoi. Il y a un petit côté comme ça où je pimpais mes jeux. Moi, mon premier Tricerion, j'avais acheté, je m'étais fait moi-même l'intérieur de la boîte avec du carton plume, machin, découpé, pour que le jeu puisse être sorti en 5 minutes. J'avais les pièces en métal, j'avais, enfin voilà, tout plein de choses comme ça. Donc j'ai eu cet aspect-là, mais qui est parti justement par la contrainte, où quand j'ai dû vendre, il y a au début un peu une difficulté à l'apprécier, puis après, on en revient en fait, et on se dit, bah, en fait, qu'est-ce que je vais chercher? Je reviens à ce que disait Seb, c'est pas le prix qui fait le jeu, moi je pense que c'est pas le prix qui fait l'expérience ludique. En fait, c'est un tour du monde à 10 000 euros, est-ce que ça vaut mieux qu'un tour du monde à presque 1000 balles parce que tu as fait des économies? En fait, les deux se valent, ça dépend de ton expérience et de ce que tu vas chercher. Et donc, bah, oui, dépenser 100, 150 euros, ça peut sembler absurde et démesuré, mais si ton expérience, même si c'est qu'une seule partie, elle est extraordinaire, finalement, c'est peu cher payé, quoi. Et à l'inverse, est-ce que mettre 15 euros parce que c'est que 15 euros pour ne jamais jouer parce que c'est nul, bah, je suis pas sûr que ça soit mieux, en fait. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens justement qui parlent de rentabilité du gameplay? Est-ce qu'un jeu est rentable? Tu y as assez joué ou pas? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous, quand vous jouez à vos jeux, vous vous dites il faut que ce soit rentable, ou vous vous en foutez? Vous dites juste bon, voilà, je joue quand j'en ai envie, à ce que je veux, et si je joue pas, c'est pas grave.
Est-ce qu'il n'y a pas une déception quand tu as un jeu et tu n'y as pas assez joué? Genre, tu te dis merde. Parce que moi, par exemple, il y a des jeux que j'ai achetés un peu cher et je trouve que j'y ai pas assez joué. Donc je me dis merde, il faut que j'y rejoue parce que j'ai payé cher et j'ai pas assez joué, quoi. Il y a ce truc-là. Toi, Seb, qu'est-ce que t'en penses? Moi, non, je suis pas dans ce truc-là parce que comme j'achète beaucoup moins. Moi, quand je veux découvrir des jeux, j'ai la ludothèque, j'ai BGA, mon beau-frère peut m'en prêter aussi. Donc j'ai quand même déjà pas mal de jeux comme ça. Quand j'achète, en fait, c'est un achat réfléchi à l'avance. Je vais lire des critiques, je vais regarder des vidéos, nanani nana. Donc je sais ce que j'achète, je sais normalement que ça va me plaire. Dans le cas contraire, moi je revends, hein, j'ai pas de scrupule à revendre. Y a pas de souci, hein, j'achète un jeu de 50 euros, il me plaît pas, je le revends 40 et c'est pas grave. Et au pire des cas, au meilleur des cas, pardon, s'il me plaît, ben, je vais enchaîner les parties. De toute façon, non, je cherche pas forcément une rentabilité, c'est juste. Ouais, si c'est le ça jeu qui me est plaît, cool, les je jeux, prends. c'est qu'on peut toujours les vendre au pire si ça nous Oui, plaît voilà, pas. le marché maintenant, il s'est beaucoup démocratisé. On peut passer par plein de sites, il y a le Bon Coin, Vinted, machin. Enfin, c'est vraiment pas une contrainte. Moi, je préfère revendre et racheter d'autres jeux, faire un roulement, découvrir les nouveautés comme ça. Tu vois. On n'a pas assez de temps de toute façon pour jouer à tous les jeux. On peut pas jouer à tout en même temps, on peut pas tout faire, les séries, les films, la lecture. Faut faire des choix. Hein. Faut faire des choix. Ouais. Mm. Est-ce qu'il y a des jeux un peu vieux ou que vous aimez, que vous aimeriez revoir, remasteriser, retravailler, un peu comme Wackenrim font sur Castle of Burgundy, Agricola? Est-ce qu'il y a des jeux... là, ils ont fait le labyrinthe, apparemment. Le jeu du Ouais. labyrinthe, ils vont le refaire. Est-ce qu'il y a des jeux que vous avez aimés, que vous aimeriez voir retravailler plutôt que toujours de la nouveauté? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Après, des fois, il y en a qui sont retravaillés, ils peuvent être moins bien aussi, mais ça dépend. Oui. Et puis ça devient une nouveauté du coup. Si Ouais, tu le ouais. retravailles. Oui et non, quoi. Mais Enfin, ça dépend. oui, oui. Mais c'est le principe des remakes et tout ça. C'est on te fait une nouvelle lecture, une nouvelle proposition. Moi, oui, ça fait longtemps que. D'ailleurs, j'ai essayé de prendre contact avec la personne qui avait les droits en France Ah ouais? d'un jeu qui s'appelle Guillotine, qui est un jeu de cartes qui date, je sais pas, des années 90, je dirais, euh, que j'adore et qui a été réédité une fois en France. Je crois que c'est Wizards of the Coast qui avait les droits originaux. Et en France, il y a eu un moment où il y a eu deux éditions différentes. C'est un petit jeu de cartes où on joue à la Révolution française. Et en fait, on a une espèce de rivière de cartes qui sont les cartes des nobles ou pas, ou des révolutionnaires qui vont se retrouver à la guillotine. Et tout le principe, c'est qu'on a un set de cartes en main. Et c'est d'essayer, en fait, de manipuler cette fameuse queue-leu pour que les gens qui soient guillotinés soient des points positifs ou négatifs en fonction si on veut les faire aller aux autres ou pas, quoi. Donc c'était à l'époque malin et rigolo. Peut-être que ça a pris un coup de vieux parce que ça a plus de 20 ans, ou ça a au moins 20 ans. Mais oui, c'est un jeu que j'aimerais bien, moi si je pouvais récupérer les droits, ça serait pour le rééditer. Et je pense qu'il mériterait à être un peu peaufiné, ressortir au goût du jour, mais tout en Avec gardant son esprit. l'extension de la guillotine faite en 3D. Alors, peut-être pas forcément dans un esprit de overboosted, mais par contre, oui, dans un esprit un peu irrévérencieux, quoi. Ça, j'aime bien cette idée-là, parce qu'à l'époque, il avait été, je crois, interdit en Angleterre à cause de ce côté on guillotine des nobles, Ah et ouais. c'était pas bien vu. Le côté royaliste, hein, puisqu'en Angleterre, bon, ils ont toujours, enfin, ils avaient une reine à l'époque, maintenant ils ont un roi, et donc voilà, pour eux, c'était un peu une thématique compliquée. Ça va Mais être j'aime cet censuré. esprit-là. Maintenant, ça va être Ouais. censuré. Donc peut-être je le sortirai pas forcément en version guillotine de l'époque, mais je trouverai peut-être un Oui, truc à faire avec aujourd'hui, quoi. rethématisé, machin. Oui, oui. Là, par exemple, dernièrement, j'ai joué à un petit jeu de cartes, là, Django, avec les singes. Et c'est tiré d'un jeu qui existait déjà en japonais, etc., où c'était des oiseaux. Et pour l'éditer sur le marché français, ils ont mis des singes avec l'illustratrice de Trio, justement. Mm. Et voilà, des fois, ils reprennent des jeux, ils changent le thème. Bon, tu sais pas pourquoi des singes au lieu des oiseaux, mais est-ce que ça Ouais. marche mieux, les singes? Moi, c'est un peu Est-ce comme que vous avez Wemspan, les dragons au lieu des oiseaux, et maintenant les poissons. Bon, les poissons?
Est-ce que vous avez remarqué la petite subtilité sur la cover de la boîte Laquelle? de Django? Non. Il y a, quand on regarde un peu toutes les boîtes qui sortent actuellement, ou la grande majorité, et là, dans celle-là, qui a une très belle couverture, ils ont malgré tout rajouté dans un angle les cartes. On les voit qu'elles sont dessinées. Et on retrouve un peu ce côté maintenant qu'on a sur tous ces jeux où il y a des cartes dedans. On dessine les cartes sur le cover pour bien dire aux moldus, tu sais, qui sont dans les supermarchés, qui ne connaissent pas, qui n'ont pas encore été éclairés par la connaissance ludique, que tiens, regarde, c'est un jeu de cartes, tu peux l'acheter. Je trouve ça un peu décevant, mais je comprends l'idée marketing derrière. Mais c'est dommage pour cette couve parce que je la trouve très belle et je trouve que c'est dommage d'avoir mis ces 4 cartes Ah ouais. qui gâchent un peu, quoi. Ouais. Je suis d'accord, là, j'ai l'image sous les yeux, c'est vrai que c'est. Est-ce Ouais, qu'ils ont c'était pas fait nécessaire. pour Trio, ils ont fait pareil, ouais. C'est vraiment la même boîte quasiment. C'est Ouais, la même pour le mass illustratrice. market, quoi. Ouais. Ouais, pourquoi pas, je sais pas. Est-ce que c'est pertinent? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez des cartes sur le côté. Est-ce que. Bon, ça permet de voir les cartes, quoi, mais après, c'est juste des chiffres, quoi, donc. C'est Ouais. pour dire coucou, je suis le petit frère de Trio. Ouais. Voilà, je pense que c'est marketing. Bah ouais, c'est vraiment. Là, je l'ai joué, c'est vraiment un trio, mais sans l'aspect mémoire, parce que trio, t'as un côté mémoire, tu dois te rappeler ce que les gens font. Là, c'est. Bah, en fait, il n'y a pas de mémoire, mais c'est très. Ça marche bien, c'est fluide. Mais je trouve qu'au niveau stratégie, bon, il n'y a pas beaucoup de stratégie. C'est soit tu prends les cartes, soit tu les prends pas. Bon. Mais ça marche Oui. bien. Tous les gens avec qui je jouais, ils ont bien aimé et ils ont préféré ça à Flip 7 d'ailleurs, où on en a entendu beaucoup parler aussi. T'as joué à Le ces meilleur jeux-là, jeu de Seb, cartes. toi? Ouais, Quoi? c'est le meilleur jeu de cartes de tous les temps. C'est marqué sur la boîte. Ouais, bah les gens avec qui j'ai joué, ils ont pas dit ça. Ils ont rigolé. Ils ont dit ouais, non, c'est pas le meilleur jeu de cartes. Mais tu sais, bah moi j'ai joué. En fait, il est arrivé sur BGA. Je lui ai dit, ah bah voilà, la bonne occasion. C'est le truc à la mode pour rester dans l'actu. On va essayer. J'ai joué au travail avec 2 collègues. Et ouais, j'ai trouvé ça sympa. C'est. Alors voilà, tu vois, d'un côté, je peux sortir mon Mage Knight en solo et jouer 4 heures dessus, gros jeu complexe, machin. Et de temps en temps, voilà, j'ai aussi la partie jeu familial, petit jeu de cartes et tout, que j'aime bien aussi, hein, parce que j'adore Mindbug, Love Letter, c'est mes jeux préférés. Hein. Ouais. Mais ouais, Flip 7, moi, tu vois, c'est le genre de jeu que je pourrais acheter pour jouer avec ma fille de 8 ans, avec mon fils et ma femme. Voilà, là ça passera nickel. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Dans son genre, je trouvais ça sympa. Oui, ça marche bien. Après, c'est pas le meilleur jeu, mais ça marche bien. Ah, T'as ouais, reçu les rigolé. nouveaux Mindbug là? Oui, j'ai reçu. Ouais, j'étais très content. Les 2 boîtes et le petit booster. On a joué avec mon fils directement. On a fait 4-5 parties sur une des boîtes là, et là, il veut rejouer aujourd'hui. Oh, ouais, Mindbug, j'adore. Toujours aussi fan. Ah, ouais, ouais. Bah, moi, je joue sur Steam parce qu'en vrai, en fait, j'ai pas d'adversaire avec qui jouer. Donc, je joue sur Steam. Il est sur Steam et je joue beaucoup aussi de temps en temps des petites parties. Est-ce que vous jouez sur Steam, Board Game Arena, au jeu ou toi, Seb, tu joues beaucoup sur BGA? Beaucoup de BGA pour les découvertes, ouais, pour ça, pour les nouveautés, tout ça. Et ben, je l'ai aussi la version de Mindbug de Steam. Et justement, quand je l'ai installé, je faisais que d'y jouer. Je l'ai mis sur le téléphone aussi. Moi, quand je mets le doigt là-dedans, après c'est mort. Après, je fais que ça toute la journée. Donc, je me suis dit, voilà, freine-toi un peu, calme-toi, parce que pas de maîtrise après. Mais ouais, non, elle est bien l'application, elle est super. Et Ludema, tu fais un peu de jeux en ligne comme ça ou pas? Alors, jeu de plateau, non. Je fais pas de BGA, enfin, vraiment par obligation ou avec Nico qui s'occupe aussi, qui est sur Punchboard. Des fois, ça nous est arrivé par le passé où on se dit, bah, tiens, là, on va y jouer, on va faire une partie, mais c'est pas c'est pas adapté. Enfin, moi, j'aime pas. J'aime pas le côté. Moi, j'ai besoin des gens autour. J'ai besoin de l'ambiance qui se crée. J'ai besoin de l'humain Ouais. pour ressentir, pour aussi discuter dans les moments de flottement. J'aime ça. Donc, autant je vais sur Steam et je peux jouer à des jeux vidéo, ça, j'adore ça. Mais tout ce qui représente un jeu de plateau qui a été pensé pour ça, pour moi, c'est autour de la table. Est-ce que justement pour vous, les jeux sur Board Game Arena, c'est des jeux de société ou des jeux vidéo?
ou un hybride? Vous le considérez comment? Du démat, Hybride, hein. tu considères comment, toi? Plutôt un jeu vidéo ou un jeu de société ou... Si on considère c'est un jeu vidéo dans le sens où c'est euh, c'est des programmes, enfin voilà, il y a des codes, codes informatiques, je veux dire, etc. Il y a plein de choses, mais ça reste une adaptation quasi, quasi stricto sensu du jeu de plateau. C'est pas, ça n'a pas été développé, réfléchi avec du, parce qu'on sait que le game design, c'est le même entre jeux vidéo et jeux de plateau. Ils ont des spécificités, mais la base du game design, ça reste la même chose en expérience utilisateur ou en ce que tu veux dire ou en qu'est-ce que tu utilises comme mécanisme. Mais donc c'est des jeux vidéo si on les prend à la définition, j'ai envie de dire. Mais dans l'esprit, pour moi, c'est vraiment du jeu de plateau quasi identique. Et c'est pour ça que je trouve que parfois ça marche pas et parfois ça marche trop bien. Je sais qu'il y a des jeux qui justement te permettent d'enlever tout le côté manipulation du plateau, etc. Donc qui améliore cette expérience-là quand le jeu de plateau, lui, a un défaut là-dessus. Mais malgré tout, je pense que j'ai l'impression, peut-être je me trompe, mais que c'est bien pour les gens qui sont à la recherche de challenge ou de compétition. Je pense que là, pour le coup, c'est vraiment bien parce que tu es plus là dans un défi intellectuel et personnel. Donc, tu es dans ta bulle et ça va vite et c'est bien, ça répond. Donc, je pense que là, la version BGA doit être très, très bien et sympathique. Ou vraiment pour la découverte, tu sais, un petit peu comme les démos jouables, quoi. Là, on te propose de faire une partie comme ça, à la va-vite, et ça te donne une idée plus facile de l'expérience ressentie. Malgré tout, j'ai très peu, sur les quelques cas que j'ai fait, que j'ai joué, j'ai très peu ressenti la même chose que ce que j'ai ressenti physiquement. Quand j'ai l'objet, c'est pas pareil, quoi. Ouais, même le regard, tu sais, ton regard il est posé d'une certaine manière autour de la table. Tout ça, ça change et ça donne une expérience différente que ce truc où t'as pas une vision globale. Ou, enfin, bon. Ouais, bah il y a des jeux que j'ai préféré jouer en vrai que sur BGA, et inversement, il y a des jeux que j'ai préféré sur BGA que en vrai. Et c'est vrai que de temps en temps, je fais des tournois sur BGA et ça m'a vraiment appris à aimer certains jeux grâce aux tournois. Par exemple, Cat Flip, Château Combo, j'ai appris à les aimer en m'inscrivant à des tournois sur BGA. Et après, à cause ou grâce à ça, je les ai achetés. Mais au final, j'y ai moins joué en vrai que sur Board Game Arena. Parce que sur Board Game Arena, ça marchait très bien. Tu te trouves un adversaire hyper rapidement. Tu peux faire une partie, ça te prend 5 minutes. En vrai, faut trouver quelqu'un pour jouer, qui a le même niveau que toi, etc. Mais il y a des jeux comme ça qui marchent très bien sur BGA, mais c'est pas non plus le même ressenti. Donc t'as pas le même... Moi, des fois, dans mon café des jeux, je donne mon avis sur les jeux joués. Et je donne mon avis sur les jeux que je joue sur BGA, mais maintenant je leur mets plus une note ni rien, parce que je trouve que ça m'est arrivé de noter un jeu sur BGA et après d'y jouer en vrai et de me dire ah ouais, c'est pas du tout la même expérience en vrai, il faut vraiment y jouer en vrai pour avoir tout le 100% du jeu, quoi. Voilà, c'est pas... C'est vrai que j'aime bien BGA, c'est pas paradoxal, antinomique avec le jeu de plateau. Enfin, on peut combiner les deux, c'est ça que je veux dire. En fait, faire un peu de BGA, un peu de jeu pratique, comme tu dis, ça dépend les jeux, les circonstances, tout ça. Et un truc qui est intéressant sur BGA, c'est, je crois que c'est Thomas Provost qui en parlait. Ils ont mis Zénith dessus pour en faire un peu la publicité. Le jeu, il sort, je crois, la semaine prochaine. Ouais. Leur nouveau jeu chez Playpunk. Et en fait, ils l'ont mis sur BGA, donc d'un côté pour faire la publicité et pour voir l'équilibrage. Il dit voilà, comme ça on a des données, on a du recul, on sait que telle carte n'est jamais jouée, telle carte elle va être tout le temps prise, etc. Et donc ça leur permet d'équilibrer le jeu avant même la sortie. Je trouve ça vachement intéressant, quoi. T'as un retour direct avant même la sortie du jeu. Tu peux te dire voilà, là il faut quitter tel truc, là ça marche moins bien. Je sais pas, je trouve ça ouf moi quand même. Bah ouais, ça a remplacé les festivals, ouais. Ouais, c'est ça. Avant, aussi. J'avais vu ça en interview qui disait que Board Game Arena, maintenant, c'est un peu du pain béni parce que ils peuvent le faire découvrir à plein de gens sans devoir aller dans un festival, payer hyper cher, etc. Et même internationalement, c'est pas qu'en France. Donc, ça permet de faire découvrir les jeux aux gens.
Après, il y avait des gens qui disaient ah, Board Game Arena, ça va tuer les jeux de société parce que les gens vont plus acheter les jeux. Mais en fait, au final, je pense pas. Si t'aimes bien un jeu Ça sur aide les Board gens. Game Arena, tu vas l'acheter en vrai, quoi. Je pense. Exactement. On a tous un peu l'aspect entre guillemets collectionneur, on aime bien avoir les jeux en physique. Regarde, moi après une partie de 8 avec les copains du Discord, là, je l'ai direct acheté. Hein, parce que j'avais déjà ressenti un peu les sensations du jeu et tout. Je dis, ah, mais c'est génial ça. Et Ah, et même puis que t'as j'ai envie de aucun le faire attrait pour... découvrir aux gens en vrai. Tu te dis ah, je vais le Voilà. faire Oui, découvrir ah autour oui, de oui. moi. C'est ça, tout à fait. Donc moi, après une partie, je l'ai acheté. La Zénith, j'ai fait quelques parties, une dizaine. Ben, la semaine prochaine, je vais l'acheter. Il n'y a pas de problème. Flip 7, je vais l'acheter. Non, c'est un booster de vente, BGA. Ouais. Enfin, il faut quand même respecter un bon timing, je pense. Parce que même si ça va pas subtiliser des gens qui sont par exemple jeux de plateau, qui découvrent PGA et qui reviennent plus jamais aux jeux de plateau, je pense que c'est à la marge, quoi, que tu as vraiment un public qui va faire les deux ou que celui qui achète, qui est habitué à acheter, il continuera à acheter même si ça lui permet de consommer plus en fait, sa passion, de la vivre autrement. Mais par contre, je pense qu'il y a quand même des timings de sortie ou quoi qui font que tu peux planter un jeu quand même. Parce que comme on le disait, il y a des jeux où l'expérience sur BGA est suffisamment forte parce que tu n'as pas la manutention, tu n'as pas le downtime, tu as plein de choses qui te permettent en fait de enchaîner les parties beaucoup, qui fait que si tu le sors trop tôt ou trop tard ou quoi, ça peut vraiment, je pense, impacter en fait ton public qui du coup va se retrouver là et pas autour d'une table, quoi. Ouais. Avec Zenith, ça va faire. Je pense qu'on aura un peu l'expérience. On va avoir l'expérience en temps réel parce que le jeu il n'est pas sorti, donc il est sur BGA depuis un moment. Il a des bonnes notes sur BGG, sur MyLudo, sur YouTube, il a des plutôt bons avis. Donc ça va être vraiment le test en fait, je pense. On va voir si les ventes elles vont exploser. Pour moi, c'est un très très bon jeu. C'est des mêmes auteurs que Château Combo. Moi, je pense que ça va quand même fonctionner. Donc ça peut être un test ou à voir si ça se plante, on pourra dire ah, peut-être que BGA influencé négativement. J'ai une petite question d'ailleurs. Ouais. Je peux. Oui, oui, vas-y. Justement, ils disaient qu'ils allaient équilibrer le jeu en fonction de BGA. En tout cas, qu'ils allaient se servir de la data pour ça. Et je me dis, le public de BGA, tu vois, c'est quand même des gens qui jouent. C'est des gens habitués à jouer, ils viennent chercher ça. Tu vois, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui est pas habitué à ça qui va venir là. Or, en festival, ton jeu, à un moment, il arrive entre les mains de gens qui sont pas habitués aux jeux de société ou à ce genre-là en particulier. Et donc, ils vont avoir un comportement et une analyse différente qui vont aussi peut-être, parfois, on l'a vu sur certains jeux où tu dis, ah oui, ça, pour nous, c'était naturel, mais on se rend compte qu'en fait, pour les gens, ce n'est pas du tout. Ou, tiens, on n'avait pas prévu que pour eux, c'est normal de choisir telle stratégie, alors que pour nous, on l'avait jamais étudié. Est-ce que ça pourrait pas, justement, vous pensez, avoir un biais, finalement, et avoir un jeu peut-être trop équilibré, voire peut-être trop équilibré pour les gamers, et perdre un peu un public un peu plus familial qui va chercher autre chose dans le jeu que la performance et l'équilibrage. Ouais, bah je pense que c'est bien justement pour les jeux un peu pour les, on va dire entre guillemets hardcore gamers qui cherchent vraiment bah justement Zenith c'est un peu un jeu comme ça, c'est un jeu pour les gens qui aiment faire beaucoup de parties pour s'améliorer et devenir plus fort. Alors qu'il y a des jeux qui sont un peu plus familiaux comme Captain Flip par exemple, où là si le jeu est pas très équilibré c'est un peu moins grave je pense parce que c'est plus familial quoi. Mais Zenith je crois que c'est un cran au-dessus comme aussi Château Combo, mais Château Combo je sais qu'ils avaient dit qu'ils avaient fait exprès de déséquilibrer un peu le jeu pour justement qu'il y ait un côté rigolo. Des fois il y a certaines cartes qui sont un peu plus fortes que d'autres. Mais après, ouais, je sais pas, vous, ce que vous cherchez dans les jeux, si vous aimez bien quand c'est hyper équilibré ou justement quand des fois il y a des cartes un peu plus puissantes et vous dites ah c'est bon je l'ai cette carte, ça va chier. Moi, je trouve que Zenith, il est bien là-dessus parce que voilà, il est assez, on va dire, joueur entre guillemets pour pouvoir prendre du plaisir tout ça. En même temps, il y a l'aléatoire de la pioche qui va contrebalancer notre compétence. Donc, dire même un joueur. Mon fils m'a battu sur la première partie, par exemple. Ah ouais? Il a 11 ans. Ouais, première partie. Moi, j'avais fait une ou deux avec ma femme et je crois que sur BGA avec un inconnu. Et après, j'ai proposé à mon fils, regarde, ce jeu, il est super, il m'a battu.
il est tout fou et tout. Ouais, depuis, il veut plus rejouer, hein, il a trop peur. Il reste sur sa victoire. Mais pour dire que, voilà, dans le cas de Zénith, s'ils rééquilibrent 2-3 cartes parce qu'ils ont vu que ça marchait pas et tout, moi je suis plutôt d'accord. Parce que quand je vais y jouer au jeu, à force de partie, je vais beaucoup y jouer. Je vais les retrouver ces cartes-là. Je vais dire, ah non, celui-là il est nul, je le joue jamais. Ouais. Et en fait, c'est dommage. Si je dis n'importe quoi, si tu as 50 cartes dans le jeu et qu'il y en a 10 qui sont vraiment pas bonnes et tu vas jamais les jouer, elles font un peu fausse, elles font un peu tâche dans le jeu. Donc je préfère que ce soit rééquilibré, mais après tu peux changer d'autres paramètres. Tu vois, là, Après, c'est quand même un jeu où de tirer à la corde, donc si c'est trop équilibré, la partie se finit jamais, quoi. Ouais, mais après, oui, certes, mais il y a plusieurs stratégies. Hein. Moi, j'ai joué contre plusieurs parties, et tu vois, il y a un mec, il avait fait la stratégie sur les technologies, il farmait à fond là-dessus. Moi, je faisais autre chose. Bah, il m'a défoncé, et ouais, il a rushé la victoire. C'était beau, quoi. Il y a plusieurs façons de gagner, donc oui, Ouais. je vois ce que tu veux dire. La partie peut un peu s'éterniser, c'est pas un jeu parfait. Mais moi, je trouve que dans son créneau, il est très bien. Très, très bien. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres jeux cette année qui vous intéressent de près ou de loin? Ludema, toi qui as été à Cannes, t'as vu des jeux qui t'ont un peu donné envie? Bah, c'est des jeux soit qui sont sortis ou qui vont sortir dans pas longtemps, ou qui sont déjà sortis. Je suis pas trop dans l'anticipation. J'ai pas l'impression qu'on ait joué à. Je pense qu'on a fait une vingtaine de jeux différents, il me semble, sur 5 jours. Et je crois pas que c'était des jeux dans le futur, c'est des jeux d'aujourd'hui. Mais oui, Popcorn, j'ai trouvé très bien. Il y a le fameux Lacuna qui est vraiment bien. Le petit jeu de majorité, tout mignon avec ses fleurs et tout, qui est pareil, un jeu que pour deux pour le coup, qui était vraiment réussi. J'en ai encore fait une partie il n'y a pas longtemps là. C'est comment il s'appelle, Présage. Pareil que je trouve efficace dans ce qu'il propose à chaque fois. Il y a des dilemmes, il y a une vraie dynamique. Qu'est-ce que j'ai vu aussi qui m'a suffisamment plu? Il y a le Symbiose, le jeu de Christelle et Jérémy Partinico chez Subverti, qui est pareil, petit jeu de cartes, mais qui reprend un peu le principe du Skyjo dans les sens, enfin dans ce qu'on voit, mais qui a réussi justement à en sortir pour faire une vraie proposition tactique et stratégique. Donc, Ouais. Bah justement, ils ont fait voilà. une couverture, ils ont pas mis les cartes sur la couverture. Ouais, c'est ça. Et Présage non plus d'ailleurs. Ouais. Est-ce que ça marche moins bien ou mieux? Je ne sais pas. Faudrait essayer en mettant les cartes pour voir. Ah, bah, ça marche mieux si tu veux pour le mass market, quoi. Parce qu'il y a Ouais. de grandes chances que le mass market, tu sais, c'est en ce moment, je crois que les distributeurs font les présentations de certains de leurs produits, donc à tout ce qui est Cultura, Fnac, Carrefour, etc. Ah ouais? Et parce qu'en fait, c'est le moment où ils vont choisir parmi tous ces produits lesquels iront ensuite en septembre dans les supermarchés, tout ça, et les centres, comment on appelle ça, les grandes surfaces spécialisées culturelles. Donc pour eux, puisque c'est eux les centrales d'achat, pour eux c'est important, quoi. C'est important que si c'est un jeu de cartes, il faut qu'il y ait des cartes dessus. Enfin, le design, il doit être adapté pour leur marché à eux, quoi. Donc oui, je pense que si tu veux aller par là-bas, à un moment, ça peut être important. Sauf si ton jeu arrive à acquérir une notoriété suffisante pour que tu puisses t'en passer. Mais Ouais. pas sûr. Et justement, en parlant de ces surfaces comme Carrefour, machin et tout, est-ce que vous achetez... Ça vous est déjà arrivé d'acheter un jeu là-bas vous les achetez où vos jeux, vous? Est-ce que vous allez en boutique, sur Internet quand vous La achetez grande un jeu? récré, moi. La grande récré? Bah, le dernier jeu que j'ai acheté, c'était le Kies, que d'ailleurs j'ai fait gagner à des abonnés de ma chaîne. Donc un jeu dédicacé par, par des auteurs de jeux. Et le prochain jeu, dont je ne peux pas dévoiler le nom, parce que la vidéo va être tournée la semaine prochaine, en compagnie, on parlait de Jérémy Partinico et de Baptiste Derez, donc l'auteur de Flashback et anciennement du Passe-Temps. Voilà, on tourne une vidéo ensemble et je leur fais découvrir un jeu
que j'ai aussi acheté à la grande récré. Ah, c'est peut-être des jeux que tu aimerais voir retravailler, du coup, un qui est Deluxe. C'est toute l'idée de la vidéo, quoi. C'est de leur proposer un jeu dont ils ne connaissent pas le, le, le nom avant, de prendre un jeu ultra connu, ultra populaire qui s'est vendu à des millions d'exemplaires et de leur dire, bah voilà, quelles sont pour vous les forces et les faiblesses de ce jeu. Ce qui est le cas, donc on a une vraie analyse de game design, marketing sur ce qui fait le jeu, parce qu'en fait, on a souvent tendance dans le monde du jeu et des passionnés à avoir un côté élitiste et à dégrader ce qui viendrait d'avant, puisqu'on parle de jeux modernes pour parler du début des années 2000, alors qu'en réalité, l'ère moderne, au sens historique, c'est plutôt fin 1800. Donc, il y a un côté, tu sais, dire « Ah, mais ça, c'est les jeux d'avant, c'est nul ». Alors que ça s'est vendu, enfin, tu vois, le Monopoly, c'est 250 ou 260 millions de boîtes. Donc, c'est pareil, en fait, en termes de culture et d'objets culturels. Et donc, je trouve intéressant de prendre des auteurs d'aujourd'hui à succès et de leur dire « Ben voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce jeu, comment vous l'analysez ?» Et ensuite, d'avoir une séance de game design de comment vous le rethématiserez, qu'est-ce que vous changeriez dedans pour en faire un jeu d'aujourd'hui, avec vos envies, vos goûts. Et donc, il y a un petit côté aussi de trouver comment on garde l'essence de ce qui faisait le jeu original, tout en proposant quelque chose de complètement nouveau, quoi. Ouais. Moi, ce que j'aime bien dans les jeux anciens, c'est les jeux en bois. Des fois, on voit dans les festivals, il y a des endroits où tu peux faire des jeux en bois. J'adore ça quand je joue avec ma copine Kumquat. On adore faire des trucs de jeux en bois et j'en ai même acheté un. Et des fois, on le sort très souvent parce que ça regroupe aussi bien les gens. Et souvent, ça change, tu vois. Ça met vraiment une ambiance autour de la table. Un gros jeu en bois. Est-ce que vous aimez bien aussi ça vous y jouez de temps en temps ou dans les festivals ou... Ouais, pareil que toi, moi, en festival, quand on y va, je prends mon fils à chaque fois, et à chaque fois, on passe par les trucs du jeu en bois, on fait une partie de chaque, tu vois, il y a toujours un puissance 4, un truc de palais, des espèces de trucs de foot, tout ça. Ouais, c'est rigolo, hein, moi j'aime bien. Ouais, si j'ai l'occasion, j'y joue. Hein. Ouais. Bah à l'achat, les trucs comme ça, c'est hyper cher, hein. Souvent, c'est 100 balles le jeu en bois. ça prend plein de place, c'est hyper gros. Voilà, c'est ça. J'achèterai pas, mais j'y joue volontiers en festival. Sinon, il y a souvent le jeu en bois qui marche bien dans le jardin, c'est le Molki. Ah oui, ouais. On en a un de ça, oui, c'est vrai. Dès qu'on fait un barbecue, on sort le Molki. Il y a même des applications pour compter les points, c'est vraiment pas mal. Les applications. Ouais. Ma femme, elle est trop forte à ceci. Vu qu'elle joue à la pétanque, il y a quand même un aspect un peu similaire. Elle vise trop bien, elle nous défonce. Ah ouais, il faut être avec elle, sinon c'est même pas la peine. Trop forte. Est-ce que vous utilisez des applications genre pour compter vos points pendant les parties et tout ou pas? Non, j'ai fait il y a longtemps. J'ai essayé, on va dire plutôt comme ça, de le faire il y a longtemps. À l'époque où j'avais la chaîne Ludema, justement, dans le fait de beaucoup jouer et tout, je sais pas, il y a eu un moment où c'était un peu le truc de faire ça. Je crois que c'était avec BG Stat ou un truc comme ça. Ouais. Donc, par rapport à BGG. Et en fait, on en revient toujours au même truc, c'est que moi, ce que j'aime, c'est le côté un peu humain, un peu le moment, on va dire, qu'on vit, qui commence avant la partie et qui finit. Moi, j'aime bien quand ça dure après, les discussions, tout ça. Et en fait, au-delà du fait que c'est chiant, enfin que je trouvais ça chiant, il y a un côté ça coupe, c'est-à-dire que tu arrêtes le moment, tu sais, tu arrêtes de vivre l'instant du jeu avec toutes les sensations pour te plonger dans ton monde à toi, à un côté un petit peu, tu sais, une espèce de petite bulle. Et je trouve, alors je parle que pour moi, hein, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais je trouve que ça coupe l'élan émotionnel que tu étais en train de vivre en commun. Et donc, c'est un peu comme, on vient de finir le repas et tout le monde parle avec son téléphone, quoi. Ouais, c'est un peu comme dans les concerts. Hier, j'étais à un concert et t'as ceux qui profitent, qui dansent et t'as ceux qui filment tout le concert avec leur téléphone et t'as l'impression qu'ils sont pas dans le concert, ils sont là pour... Et pareil, t'avais des gens qui ils dansaient pas pendant tout le concert et quand les gars, ils ont dit « On fait une photo tous ensemble », ils étaient là « Ouh, c'est la fête !» Je fais, mais les gars, profitez de votre concert, quoi. C'est un peu vague.
je les revois pas ces vidéos ou alors très peu. Ouais, tu les partages Mais bon, rapidement, mais Voilà, mais Ah, dans le monde que de je la disais tout à société, il l'heure. peut y avoir ça aussi. Ouais, ça peut. Mm. Si tu restes sur ton Côté téléphone, spectateur. noter tes parties, machin, au lieu de profiter du moment. Et moi, des fois, ce que je regrette aussi, c'est que ça m'arrive de faire des jeux à campagne avec des potes. Et des fois, je suis en train de lire le texte de la campagne et ils regardent leur téléphone comme ça. Je fais putain, les gars! Ouais. Mais c'est un truc ce que je disais tout à l'heure, on se rend pas compte, mais même nous, en tant que créateurs de contenu, on peut avoir cette approche-là quand on regarde certaines chaînes, comme je disais. On est tous devenus plus ou moins, ça dépend des curseurs, mais spectateurs de nos vies. Et c'est ça, en fait, quand tu mets ton téléphone, c'est tu deviens un spectateur. Tu n'es plus en train de vivre le moment émotionnel, alors qu'un concert, tu vois, c'est justement l'inverse d'être devant sa télé, quoi. Tu es en train de partager un moment, de communier, aussi bien avec les gens autour de toi qu'avec l'artiste qui te propose quelque chose et qui vit avec toi, il attend un retour, quoi. Et j'avais lu aussi je sais plus quel humoriste disait ça, qu'avec le problème d'attention qui se sont développés ces dernières années, il a vu apparaître si un spectacle dure plus de 40 minutes, 1 heure, les gens sortent les téléphones. Il a dit, j'avais jamais vu ça avant. Avant, ça n'existait pas. Le fait que si ton spectacle il fait 1 heure et demie, les gens restent jusqu'au bout, attentifs au spectacle, surtout s'ils l'apprécient. Là, c'est même plus le côté apprécier quelque chose qui te fait déconnecter, c'est que tu n'as plus la capacité à y rester. Et j'ai l'impression que pour le jeu de plateau, on retrouve ça. Tu vois, on parlait de Cannes. Moi, une des choses que j'ai remarqué depuis un certain temps, c'est vraiment le raccourcissement de la durée des jeux, de la proposition d'expérience, qui fait que tu as l'impression toujours d'avoir un core game très intéressant. Tu ressors, tu dis putain, cette méca, elle est géniale. C'est con qu'il n'y ait que ça. Et tu sens qu'on n'a pas mis plus parce qu'il fallait que ça dure 45 minutes et pas plus, quoi. Et je trouve qu'on est dans ce monde-là où on se dit faut aller toujours vers du plus rapide, du truc express, et on dirait qu'on n'est plus capable de vivre l'émotion, tu sais, de le ressentir et de se dire c'est un souvenir. Je dis pas qu'il faut pas, tu vois, prendre des photos de cet instant, mais sans gâcher tout le reste, quoi. Et par exemple, avec ma fille, on avait été à Disneyland il y a quelques années en arrière. On a 3 photos de cette journée-là. Enfin, on a fait 2 jours. Et voilà. Mais ce qui nous reste, nous, c'est ce qu'on a vécu. Et jamais je me serais venu à l'idée, tu sais, à un moment, de dire hey, on arrête de prendre du plaisir, viens, on fait une photo. Pour moi, c'est absurde. Mais je comprends qu'on est dans ce monde d'être spectateur de ce que les gens vivent, de se montrer en spectacle pour dire regardez-moi ce que j'ai vécu. Et c'est comme ça. Oui, c'est clair, mais et puis encore plus pour ceux qui sont créateurs de contenu, quoi. Enfin, nous, on fait des vidéos aussi, donc moi, je filme mes jeux, quoi. Mais bon, j'essaye de profiter de ma partie à fond quand même si je fais des vidéos et que je partage, mais des fois, c'est un peu too much, ouais, dans la vie, les téléphones. C'est vrai que maintenant, je pense que quand je vais faire des soirées jeux, je vais demander aux gens de poser leur téléphone dans un panier à l'entrée, là. C'est bon, on joue, il n'y a pas de téléphone, c'est parti. Voilà. Tu mettras un petit panneau, tu sais. Si c'est les téléphones, c'est parce qu'on joue aux jeux de société. Si c'est les clés, voilà, c'est une autre genre de soirée. Pour ceux qui connaissent, qui ont la ref. Voilà. Sinon, tant pis, je passe pour un con. Mais tu vois ce que tu disais, ton contenu, c'est tu joues. Donc en fait, tu es en train de vivre quelque chose, toi. Tu essayes de partager des émotions que tu es en train de vivre à l'instant T. Quand tu essayes de le faire au mieux possible pour que les gens partagent avec toi ce moment-là. Donc, tu n'es quand même pas encore dans le spectacle. Tu montres quelque chose, mais tu n'es pas toi en train de regarder. Mais tu as plein de contenus qui sont juste des gens qui te montrent la liste des sorties de la semaine, qui ne sont pas en train de vivre une émotion, ils sont juste en train de faire avec toi, regarder un catalogue, ils sont spectateurs comme toi finalement, quoi. Tu sais, et je trouve ça très étrange, tous ces contenus qui n'apportent rien, si ce n'est des infos qu'on pourrait trouver soi-même, mais qu'il n'y a pas de côté, quelle est la plus-value. Et toi, la plus-value, ça pourrait être, on s'éclate ensemble, quoi. On se dit, ah putain, c'est génial, j'ai hâte que ce film y sorte et je vais t'expliquer, moi, ce que j'en attends. Et toi, qu'est-ce que t'en attends? C'est normalement, ça te fait faire des liens. Et en général, comme tout le monde, quand on prend un café avec un pote et qu'on parle d'une série, en général, 2 heures après, on est en train de refaire le monde, quoi. Et je trouve qu'en vidéo, t'as des gens, quand tu regardes la vidéo, à la fin, tu fais, mais non seulement j'ai rien ressenti, il a rien ressenti, on était spectateur de quelque chose, du consumérisme ou d'un moment. Et je trouve que c'est ça qui se développe de plus en plus, quoi.
C'est ce qui est. Enfin, c'est peut-être que moi que ça dérange. Après, peut-être que c'est bien aussi. Hein, j'en sais rien. Oui, il faut de tout pour faire un monde. Seb, t'as des choses à dire là-dessus ou... Vous, moi, les vidéos, bah, je prenais l'exemple du Hellfest, des concerts. C'est vrai qu'au début, ouais, la première fois, tu y vas, tu filmes, tu prends plein de photos, et après, à force de le faire, tu dis non, mais en fait, comme disait Jamie, il vaut mieux vivre le moment. T'en auras des souvenirs de toute façon. T'as pas besoin d'avoir la photo. Moi, je me rappelle de mes concerts, etc. Et les vidéos, on les regarde même pas ou pas, on les regarde plus. Bon, c'est bien d'en avoir quelques-unes, mais bon, des fois, je vois des gens qui filment tout le concert, quoi. Ou alors, je sais pas, ils sont en live. C'est complètement vain parce que tu filmes avec un téléphone, t'auras telle qualité d'image et en fait la plupart sont retransmis sur Arte ou sur YouTube avec des meilleures résolutions, des meilleures qualités sonores. En fait tu te fais chier, tu rates ton concert et tu pourras le revoir plus tard dans de meilleures conditions. Oui. Quand j'étais jeune, mes parents ils avaient des cassettes ou des CD de concerts et des fois on se faisait des soirées à la maison, on mettait un concert sur la télé et on regardait le concert. Non mais justement, j'allais en venir là, tu sais, peut-être certains ont connu, tu sais, les soirées diapo chez papy et mamie. Ah bah ouais, nous on le fait en famille, ouais. Quand tu rentres de vacances, diapo des photos de vacances. Voilà, donc toi, il y a des moments, ok, tu viens un moment ensemble, mais moi je trouve qu'il n'y a rien de pire que ton pote ou quelqu'un de ta famille qui dit « Ah mais regarde ça, ces machines, regarde, c'est ses premiers pas » ou des trucs, tu sais, de quelqu'un avec qui tu n'as aucune connexion émotionnelle, ça n'a aucun intérêt, et tu es là en train de regarder les vacances de machin qui ne t'intéressent pas, et tu dis « Mais pourquoi tu me partages ça en fait? Raconte-moi ce que tu as vécu, mais m'en fous de regarder une vidéo de quelqu'un qui a fait un plongeon pour la première fois. » quoi. Et voilà, bon, bref. Bon, ça dépend, hein, ça dépend. Des fois c'est bien d'avoir des photos. Là, j'ai mon grand frère qui a eu un fils. Et bah, des fois, ils envoient des photos, donc ça fait plaisir, quoi. Mais, oui. Mais toi, là, t'as une connexion émotionnelle. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. C'est le partage familial, quoi. Les groupes WhatsApp interminables. Il y a 50 groupes WhatsApp pour t'envoyer des photos de tous les côtés. Sur ton téléphone, t'as que des photos de famille de WhatsApp, là. Bon bref, on digresse. Bon, il ne reste plus que 5 minutes à peu près. Dernière question peut-être. Est-ce que pour vous justement, le jeu est un produit de consommation ou une œuvre culturelle? Qu'en pensez-vous de ce sujet? Seb, tu veux commencer? Est-ce que pour toi c'est un produit de consommation ou une œuvre ou les deux ou... En fait, je pense qu'on est un peu dans un hybride. J'aimerais bien que ce soit plus valorisé, que le curseur penche plus vers le côté culturel. Ça, mais là, à l'heure actuelle, je pense qu'on est plus dans le produit, dans le marketing, dans la consommation, surconsommation, surproduction. En fait, je pense que le média, bon, il a explosé à cause ou grâce au Covid. Enfin, il y en a qui disent que c'est pas forcément ça, ça a juste révélé en fait le truc. Mais ouais, je pense que ça a pris trop d'ampleur trop vite, mais un peu comme les autres médias finalement, comme le cinéma. Maintenant on voit qu'il y a des dérives, il y a trop de films, il y a trop de machins, il y a plein d'autres problématiques. La musique c'est pareil. Ouais, dans tout, hein, dans tout. Dans tous les médias, voilà. Je pense que l'âge d'or il est peut-être passé. Bon, on a quand même des super jeux qui sortent encore aujourd'hui. Je ne dis pas que tout est catastrophique, mais ouais, je sais pas. Il y a un truc, je pense, qui s'est perdu. Ouais, on est plus dans la production, dans le côté. Pour moi, c'est le côté négatif, tout ça. Je déplore. C'est le capitalisme qui. Ouais. C'est ça. Mais c'est un peu de truc. Ouais. Malgré tout, à titre personnel, je pense que c'est les deux, en fait. Que les jeux, c'est autant une œuvre culturelle, par bien des aspects, de par son histoire avec un grand H, puisque c'est millénaire quand même. Le jeu de société, de par la place qu'il occupe, aussi bien dans l'humanité que chez d'autres animaux qui utilisent le jeu aussi pour se développer, pour des tas de choses, hein, pour régler des conflits, pour négocier des choses, etc., pour communiquer. Et aussi bien nous, dans notre monde capitaliste, donc qui pour le coup en fait un objet de consommation de masse et vise à ça, hein, toujours vendre plus, toujours produire plus. Et là, pour le coup, Seb a raison, hein, ça touche tout. Il n'y a jamais eu autant de séries, il n'y a jamais eu autant d'activités culturelles, de loisirs, de livres, de BD, de tout ce qu'on veut, en fait, même de tableaux, d'œuvres d'art. Enfin,
on est noyé. D'ailleurs, on arrive, je pense, à un burn-out collectif là-dessus. Mais malgré tout, il y a encore des jeux qui arrivent à sortir de cette exploitation commerciale pour avoir un propos, que ce soit un propos politique, dans le sens politiste, la cité, c'est-à-dire parler de notre monde, parler comme un outil de communication, mais aussi juste pour avoir, comme toute œuvre d'art, envie de faire ressentir des choses aux gens qui vont être exposés à cette œuvre d'art, puisque c'est quand même une des rares comment dire, activités où la personne qui est visée est aussi participante, quoi. Elle participe à la création de l'œuvre, etc. Donc elle est partie prenante. Ça, c'est ce que les autres œuvres font différemment ou pas du tout. Donc il y a un côté, pour moi, vraiment les deux. Mais je pense qu'à l'origine, elle est d'abord une œuvre culturelle avant d'être un produit de masse. Et elle est devenue, mais c'est le capitalisme. Ça, c'est vraiment pas, c'est pas sa fonction de l'être, quoi. Oui, il faut pas oublier que derrière tous les jeux, il y a les auteurs, les illustrateurs, il y a plein de gens qui travaillent dessus, des fois les traducteurs. Ouais. Et puis qu'à la base, c'est des passionnés qui font ça pour créer ce qu'ils ont envie de créer, de partager. Voilà, ça. Quoi. Donc, il y en a qui gagnent quasiment rien là-dessus et qui se donnent. Il y en a qui s'auto-éditent aussi et qui mettent des années avant de sortir leur jeu. Donc, moi, je pense que ça peut être les deux, mais je pense que le jeu, c'est avant tout ce que nous, on en fait. Si nous, on le voit comme juste un produit de consommation, ça deviendra ça. Et si on le voit comme une œuvre culturelle ou une œuvre d'art ou quoi que ce soit, ça le sera en fait. Et ça peut même être aucun des deux. Ça peut même être juste un objet d'émotion, par exemple, de partage avec des amis. Donc je pense que le jeu est ce que vous en faites et comment vous le percevez. Et c'est comme pour tout, quoi. Il y a des gens pour qui un film, c'est juste un produit de consommation, ils regardent ça, hop, ils passent à autre chose. Et il y en a pour qui c'est des œuvres d'art, ils vont l'encenser, ils vont en parler ils vont le regarder plein de fois, ils vont analyser chaque image, etc. Donc en fait, ça dépend. Mais c'est sûr qu'on est dans un monde de consommation et c'est à nous de voir comment on perçoit les choses. Après, je sais que l'État, ils ont fait les chèques culture là, avec lesquels tu peux acheter des mangas et tout, mais tu peux pas acheter de jeux de société avec... Non, on peut plus... C'est pas considéré comme de la culture, les jeux de société, quoi. Parce que c'est des Non, jeux. Et je crois que les mangas aussi, hein, c'est en train de sortir du dispositif, si j'ai pas de bêtises. Ah bon? Parce qu'ils l'ont remanié là. Hein. Ouais, déjà, je crois que c'est à partir de 17 ans maintenant. Je dis pas de bêtises. Ils ont supprimé pour ceux qui étaient un peu avant. Et ils ont réduit la facture et je crois qu'ils ont commencé à cibler aussi. Alors, je sais pas si c'est passé pour l'histoire des mangas, mais je sais qu'en tout cas, ils veulent les sortir de ça. Alors que les produits culturels les plus achetés, ça a été les mangas. Ouais. Et en deuxième, ça a été, je crois, pour une grande part, les escape games, qui ont servi aussi. Ah ouais, ça marchait pour les escape games, ok. Oh, c'est cool. Ouais. Et donc, voilà. Et il faut aller voir comment ça s'appelle, les discussions de Rachida Dati, qui justement, avec le gel du budget, enfin tout ce qu'on sait dans notre pays en ce moment, voilà, ils ont vraiment mis Ils vont tout mettre dans l'armée. Un coup d'arrêt. Je pense que, ouais, enfin en tout cas, tout ce qu'ils mettent plus ailleurs et qui était pour la dette, je pense que ça va partir pour une autre dette, quoi. Ok. D'autres choses à dire? On va bientôt terminer là. Seb, tu as un mot à conclure? Merci à vous, merci à toi pour cette émission, c'était très cool. Et, franchement, à une prochaine, hein, parce que franchement, c'est bien, tu abordes plein de sujets, on passe d'un truc à l'autre et tout, c'est intéressant. Ouais. Dommage, hein, y a Salem qui aurait dû être là, mais je crois qu'il s'est pas réveillé. Désolé pour l'absence. Et merci aussi à l'Udema de Punchboard d'être venu. Merci à toi surtout, et effectivement, hein, je me joins à Seb pour dire que c'était très agréable et très sympathique. Peut-être une prochaine fois. Avez-vous sorti votre téléphone après 40 minutes de visionnage de cette vidéo? Ou êtes-vous resté concentré? N'hésitez pas à tout nous dire en commentaire. Et puis si vous avez des idées de sujets pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas aussi. Et n'hésitez pas à aller voir les chaînes des invités. Allez, gros bisous tout le monde. Et à la prochaine.